Chapitre 1. Chaussettes, trempées et attentes, écrasées. Vous avez pris une décision douteuse. Nous sommes en l'an 1383. Et vous, un paysan, avec le palais culinaire d'une chaussure mouillée et un portefeuille contenant 2 boutons et une reconnaissance de dette de votre cousin Grégor, avez décidé de faire la seule chose qu'aucun paysan médiéval rationnel ne devrait jamais faire un mardi soir, aller à la taverne, et pas n'importe quelle taverne. Vous vous dirigez vers le Jarret de Loie, un établissement si infâme que même le panneau suspendu au-dessus de sa porte tordue semble essayer de fuir le bâtiment. Il présente ce qui pourrait être une oie, ou peut-être une pomme de terre enflammée avec des ailes, peu importe, tu y vas. Mais avant d'atteindre les portes parfumées, à l'oie de l'ivresse, vous devez naviguer à travers le parcours semé d'embûches qu'est une rue médiévale. Il pleut, bien sûr. Parce qu'il pleut toujours. Le temps médiéval est comme un barde ivre, on ne peut pas lui faire confiance, et il insiste pour tout rendre humide. Tes chaussures, faites de restes de vache et d'ambition, sont trempées. Vous avez marché dans quelque chose, plusieurs choses. L'un d'eux a peut-être cligné des yeux. La ville sent comme si quelqu'un avait fait bouillir du chou à l'intérieur d'un chien mouillé et avait ensuite donné à ce chien un emploi en tant qu'ambassadeur aromatique officiel de la ville. Vous passez la forge du forgeron, où quelqu'un se dispute avec un cheval. Vous entendez le poissonnier crier quelque chose à propos de réduction sur les anguilles. Et au-delà, un bruit, rire, crier. Quelqu'un chante une chanson sur une oie, possiblement la même oie que sur le panneau. Vous suivez le bruit comme un papillon médiéval attiré par la seule flamme qui vante aussi du regret fermenté à la chope. Chapitre 2. La porte d'entrée vous juge, vous arrivez. La taverne penche sur le côté, comme si elle aussi avait pris un peu trop de pinte et avait décidé que l'architecture était pour les lâches. La porte est faite de vieux chênes, de gonds en fer et de mauvaises intentions. Elle s'ouvre en gémissant, avec le flair théâtral d'un fantôme torturé qui vient de réaliser qu'il fait des heures supplémentaires. À l'intérieur, chaos, et de la bière, et de la laine mouillée, et quelque chose point DE collant. Vous êtes accueillis par une bouffée de chaleur et de parfum qui vous frappe comme un parent enthousiaste mais mal lavé. L'odeur est un cocktail de fumée de bois, de bière renversée, de sueur, d'oignons, de regrets, et d'une touche de quelque chose de doux et de sinistre. Possiblement de l'hydromel, possiblement du rabouillis, un homme éternue. La moitié de la pièce se déplace légèrement vers la gauche. Une poule crie. Bienvenue au Jarret de Loie, chapitre 3. Une visite des délices tachetées de fiente. Prenons un moment pour apprécier la décoration. Le plafond est si bas que quiconque plus grand qu'un gnome modérément en colère doit se baisser. Les murs sont striés de suie, de taches mystérieuses et de ce qui pourrait être le dîner entier de quelqu'un de la semaine dernière. Le sol, terre. Pas de lambris en bois rustique. Pas de carrelage au ton-terre. De la vraie terre. Couverte de paille. La paille est là pour absorber les choses. Ne nous attardons pas sur ce que signifie « chose ». Les tables tremblent comme si elles avaient vu des choses. Les bancs craquent sous le poids des manteaux, des bottes boueuses, et de 3 hommes nommés Bernard qui ont un débat extrêmement passionné sur la question de savoir si un cochon peut apprendre le latin. Vous trouvez une place. C'est légèrement humide. Vous ne demandez pas avec quoi. Vous vous asseyez quand même, parce que c'est le Moyen Âge. Et vos standards sont morts. Chapitre 4. Le tavernier, ou dictateur, bienveillant, en forme de tablier. Chaque taverne a un dirigeant. Ce n'est pas le roi, ce n'est pas l'évêque, c'est la tavernière.
Ce soir, votre destin repose entre les mains charnues d'Olga. Olga est à la fois femme et machine de siège. Elle a les bras d'un forgeron, le regard d'une sainte déçue et la mémoire d'un dieu ancien. Elle gère le jarret de loi avec la grâce d'un éléphant de guerre et la subtilité d'une trébuchet. Elle est en train de crier sur un barde pour avoir saigné sur le sol. Elle te voit. Tu sursautes. Elle hoche la tête. Vous faites maintenant partie de l'écosystème de la taverne. Vous avez été accepté. Chapitre 5. Le menu des boissons. Ah, comme si. Boisson, Olga grogne. Tu hoches la tête parce que les mots sont difficiles en ce moment. Elle frappe quelque chose sur la table. C'est une tasse. Possiblement. C'est fait de bois et de dread existentiel. Le contenu est trouble, chaud et suspectement grumeleux. Bière de la maison, dit-elle. Tu bois. Ça a le goût de l'orge, de la levure et du traumatisme émotionnel. Tu bois à nouveau, ça s'améliore, ou tu n'en as plus rien à faire. Même chose. Chapitre 6. L'aventure culinaire. Vous vous sentez aventureux, ou peut-être simplement affamé. Vous vous renseignez sur la nourriture. Olga grogne et disparaît à l'arrière. Quelques instants plus tard, elle revient avec un bol de quelque chose de fumant. Bouilli, déclare-t-elle. Vous regardez dans le bol. C'est un ragoût épais d'ingrédients indéterminés. Vous apercevez une carotte ou peut-être un doigt. Mieux vaut ne pas demander. Tu prends une bouchée. C'est point comestible. Surtout, tu crois. Chapitre 7. Les divertissements. À mesure que la soirée avance, la taverne s'anime avec des divertissements. Un barde gratte une lutte, chantant une ballade sur un canard héroïque. Un groupe de clients s'engage dans une partie animée, de dés, criant et riant. Dans un coin-coin, un homme essaie de jongler avec des chopes, échouant de manière spectaculaire. L'atmosphère est électrique, remplie des sons de la gaieté et des crashs occasionnels. Chapitre 8. L'invité inattendu. Soudain, la porte s'ouvre en grand. Une silhouette encapuchonnée entre, trempée par la pluie. La taverne tombe dans le silence. Tous les regards se tournent vers le nouvel arrivant. Il abaisse sa capuche, révélant un visage marqué par d'innombrables batailles. Il s'avance vers le bar, commande une boisson, et s'assoit seul. La tension se dissipe, et la taverne reprend son bavardage animé. Chapitre 9. Les réjouissances de minuit. À mesure que minuit approche, la taverne atteint son apogée. Les chansons sont chantées plus fort. Les danses deviennent plus erratiques. Quelqu'un grimpe sur une table, se déclarant roi de la taverne. Olga leur lance une miche de pain. Ils tombent, le rire éclate. C'est une nuit typique au canard mariné. Chapitre 10. Les conséquences. Finalement, la fête se termine. Les clients sortent en titubant dans la nuit. Certains bras dessus, bras dessous, d'autres seuls. Vous restez, sirotant votre dernière chope de bière. Olga commence à nettoyer, en marmonnant à propos du désordre. Vous lui dites bonne nuit, et vous vous engagez dans la rue trempée par la pluie. Votre aventure au canard mariné est terminée, pour l'instant. Chapitre 11. Retour à Loi. La pluie ne s'est pas arrêtée. Elle n'a même pas envisagé de s'arrêter. C'est le genre de pluie qui te fait remettre en question tes choix de vie. Comme pourquoi vous n'avez pas investi dans une deuxième paire de chaussettes ou un toit. Vous vous tenez au milieu de la rue boueuse, devant le jarret de Loi, votre manteau collant à votre dos. Comme un ex désespéré, les lanternes se sont toutes éteintes. Les derniers clients titubent passe-vous, chantant quelque chose qui aurait pu être une ballade de guerre, mais qui ressemble maintenant plus à une dispute entre deux oies. Tu te dis que tu rentreras chez toi. Dors-en. Peut-être sécher tes bottes, mais tes pieds ont d'autres projets. Ils vous traînent dans la ruelle, vous font faire le tour de la forge du forgeron, qui fume mystérieusement maintenant.
malgré être fermé, et avant que vous ne vous en rendiez compte. Vous êtes de retour à la Oie. Chapitre 12. Le regard d'Olga. La porte grince comme un violon hanté. Vous entrez. La taverne est silencieuse, de manière inquiétante. Les chaises sont renversées sur le côté, comme des chevaliers vaincus. Une chope goutte rythmiquement sur le sol, depuis une poutre au-dessus. Un pain à moitié mangé est devenu un avec la table, lié par la colle sacrée de l'hydromel renversé. Et la voilà, Olga, la tavernière, déesse de la taverne, gardienne de l'ordre, le champion, incontestée des murmures en colère. Elle ne dit rien, elle se contente de te regarder. Le regard suggère que, si tu n'expliques pas immédiatement ta présence, elle pourrait t'utiliser pour nettoyer le sol, avec ton propre visage. Vous vous raclez la gorge. J'ai oublié ma dignité. Elle plisse les yeux, et ma ceinture. Celui-là mérite un reniflement, possiblement un petit rire. Difficile à dire avec Olga. Tout ce qui n'est pas un coup de louche est essentiellement de l'affection. Chapitre 13. L'équipe du matin. Vous proposez de nettoyer, ce qui est une manière médiévale de mendier. Pour ne pas être jeté dans un fossé, elle te fait signe de prendre le balai de paille, qui est plus de la paille qu'un balai à ce stade. Pendant que vous balayez la paille, imbibée de bière en tas, l'équipe du matin commence à arriver. D'abord, il y a Tobias, le garçon de cuisine. Il a 9 ans. Déjà 2 problèmes de dos et une toux qui ressemble à une cornemuse tombant dans les escaliers. Il hoche la tête solennellement et commence à frotter les chopes avec le zèle de quelqu'un qui essaie d'effacer les péchés de la nuit dernière. Puis vient Gilbert, le barde de la Oie. Si par barde vous entendez un homme qui connaît 3 accords et une douzaine de blagues sur les moines, il pince une corde de luth et grimace, la corde aussi. Là, enfin, sœur Henrietta arrive, pas une religieuse, mais une veuve de brasseur qui se porte volontaire pour cuisiner le petit déjeuner tous les 2 mardis, parce qu'elle croit en la souffrance. « Qui est-ce » demande-t-elle à Olga, en te désignant avec une cuillère en bois, qui a vu trop de guerres. « Restez trop longtemps » murmure Olga. « Ah » dit Henrietta, « un squatteur. Charming. » Chapitre 14. Petit déjeuner à Goosewood. Il y a quelque chose d'étrangement beau dans le petit déjeuner. Oh, the pickled goose. Peut-être est-ce la façon dont la lumière du soleil filtre à travers les fenêtres graisseuses, faisant scintiller les particules de poussière, comme des guirlandes médiévales. Ou peut-être que c'est juste le son du potage qui crépite, qui sent l'oignon, l'avoine et un léger regret. Henrietta pose un bol devant vous. Il a la consistance du béton et la couleur du pain humide. Vous le mangez quand même, tu as trop peur de ne pas le faire. Gilberte commence à jouer une chanson intitulée « La ballade de Sir Goosepants », qui, d'après les paroles, est soit une histoire d'amour, soit un conte moral sur les dangers de trop boire, et de tenter de faire un tournoi contre un poulet. Chapitre 15. Le tableau d'affichage. Après le petit déjeuner, vous vous dirigez vers le tableau d'affichage de l'Oie, cloué de travers au mur près de la cheminée. Il est couvert de diverses annonces, offres d'emploi et croquis de personnes qui ont été bannies de la taverne. Vous parcourez rapidement les options. Recherchez. Chèvre borgne. Répond au nom de Balthazar. Récompense. 2 navets. Femme disparue. Probablement a rejoint des bandits. Ramène le dîner. Besoin d'aide pour déplacer une armoire maudite. Doit avoir sa propre corde. Mais une annonce attire votre attention. Aide recherchée. Escorte requise pour la livraison d'une caisse suspectement grande au village voisin. Ne pas poser de questions. Doit marcher rapidement. Doit aimer le danger. Signé
L'alchimiste avec le léger tic. Signé. L'alchimiste avec le léger tic. Vous le fixez, vous fixez plus intensément. Vous réalisez que c'est soit votre ticket pour la gloire, soit votre ticket pour être enterré dans une tombe peu profonde, mal marquée. Tu le prends quand même. Chapitre 16. L'alchimiste et la caisse. 2 heures plus tard, vous vous trouvez à la périphérie de la ville, devant une hutte qui sent le romarin brûlé et le regret. Un petit panneau indique « Définitivement pas un endroit pour des expériences illégales ». Vous frappez. La porte grince en s'ouvrant, révélant l'alchimiste. Il est nerveux. Il porte 3 monocles, dont un seul est fonctionnel. Il remue quelque chose dans un becher qui vous siffle. Ah, vous devez être l'escorte. Excellent. Vous avez des jambes. Bien, vous en aurez besoin. Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? Demandes-tu instinctivement. Il plisse les yeux. J'ai dit pas de questions. D'accord. Chapitre 17. La marche du destin de la caisse. La caisse est lourde. Il cliquette, il crisse une fois, mais l'alchimiste vous assure que ce n'était que les charnières. Vous vous engagez sur le chemin boueux vers le prochain village, s'étant monté, dans les 2 sens, tous les demi-miles. Quelque chose à l'intérieur de la caisse cogne ou grogne ou des rires. Vous vous demandez s'il est trop tard pour retourner frotter des chopes. Vous croisez une charrette de marchands, un groupe de nonnes portant des arbalètes, ne demandez pas, et un homme qui insiste pour dire qu'il est le roi des pommes de terre. Aucun d'eux ne fait attention à la caisse, c'est étrangement réconfortant, jusqu'à ce que la caisse commence à saigner, juste un peu. Chapitre 18. Un léger détour et une plus grande explosion. Quelque part vers la moitié du chemin, la caisse commence à siffler, puis en vibrant, puis en fredonnant une mélodie qui ressemble étrangement à Greensleeve. Vous faites ce que ferait n'importe quelle escorte médiévale brave et qui a du respect et pour elle-même. Tu le laisses tomber et tu cours. Malheureusement, la caisse ne reste pas tombée, elle saute. Il saute après vous. Au moment où vous atteignez le village, vous êtes essoufflé, meurtri, et poursuivi par ce qui pourrait être un démon dans une boîte chantant des airs de taverne du XIIIe siècle. La garde du village jette un coup d'œil à la caisse et crie « Pas encore ». Une explosion suit, et comme ça, votre carrière, en tant qu'escorte de caisse, se termine dans une fumée épaisse, avec une légère commotion cérébrale. Chapitre 19. Retour aux jarrettes de loi. Vous retournez au canard mariné avec de la suie dans les cheveux, une sourcille manquée et une compréhension claire de pourquoi personne d'autre n'a pris ce travail. Olga n'a même pas l'air surprise. « Tu as duré plus longtemps que le dernier gars », dit-elle en te glissant une chope de bière. Gilberte écrit une chanson sur votre mésaventure. Ça s'appelle « Le messager et le coffre maudit ». Il a trop de vers et pas assez de rimes. Tu prends ta tasse et t'installes sur le banc du coin. Ton préféré maintenant. Celui avec seulement une malédiction connue, le feu crépite. Un nouveau client entre, le bourdonnement de la taverne recommence. Chapitre 20. Loi persiste. Le jar, comme toutes les grandes légendes, perdure. À travers des bagarres de bar, des caisses maudites, des chèvres volées, des ingrédients mystérieux pour la soupe, et ce qui vit dans le plafond, au-dessus de la table 6, vous vous asseyez, chope à la main, en pensant « Ce n'est pas juste une taverne, c'est un mode de vie ». Et alors que la porte grince à nouveau, et qu'une silhouette encapuchonnée pénètre dans la lumière chaude et enfumée, vous réalisez « Votre nuit au Picklered Goose n'est pas terminée, pas du tout ». Chapitre 21. L'aube du désordre. Le matin se lève sur le village, projetant des teintes dorées sur les rues boueuses à l'intérieur du canard mariné.
Les vestiges de la fête d'hier soir persistent, des chopes vides, des tabourets renversés et un sol suspectement collant. Olga, toujours la tavernière inflexible, scrute le chaos avec un soupir qui pourrait faire cailler le lait. Elle commence sa routine. Redresser les chaises, ramasser les manteaux abandonnés et murmurer des malédictions dans des langues oubliées depuis longtemps. Vous, ayant passé la nuit dans un coin de la salle, avec un barde ronflant comme oreiller, vous réveillez au parfum de bière rance et au lointain bruit de poules en train de se disputer. Chapitre 22. La proclamation. Un crieur public fait irruption par les portes de la taverne, sa cloche résonnant avec un enthousiasme démesuré pour l'heure. Oyez, oyez. Par décret de Lord Bartholomew le légèrement dérangé, un grand festin sera organisé ce soir pour célébrer le festival annuel du furet enflammé. Les clients échangent des regards, certains dans la confusion, d'autres dans la crainte. Le festival, connu pour ses traditions particulières et sa sécurité douteuse, promet une nuit de mésaventures inoubliables. Chapitre 23. Préparatifs et singularité. Olga, toujours l'opportuniste, voit le festival comme une occasion de booster les affaires. Elle fait appel à l'aide des habitués de la taverne pour se préparer. Les tâches sont attribuées. Bertram le forgeron doit construire une statue de furet cracheur de feu. Mildred, la boulangère, se porte volontaire pour cuire une tarte en forme de furet. Vous êtes chargé de goûter la Flaming Ferret Ale expérimentale, une concoction censée provoquer une cécité temporaire. Alors que les préparatifs commencent, le chaos s'ensuit. La statue de la fouine prend feu prématurément. La tarte ressemble à un blaireau de travers. Et la bière, eh bien, disons simplement que vous voyez, double maintenant. Chapitre 24. L'arrivée des nobles. À mesure que la soirée approche, la taverne se remplit de villageois et de nobles de passage, tous désireux de participer aux festivités. Lord Bartholomew arrive, vêtu d'une cape entièrement faite de peau de furet, accompagné de sa suite de bouffons, ménestrels, et d'un homme qui insiste pour dire qu'il est une écureuil réincarnée. L'atmosphère est électrique, chargée d'anticipation et du léger parfum de fourrure brûlée. Chapitre 25. Le festin commence. De longues tables plient sous le poids des viandes rôties, des chopes débordantes et d'un nombre alarmant de plats sur le thème des furets. Des toasts sont portés à la santé du Seigneur, à la bravoure du village, à la mystérieuse disparition de la mascotte furet de l'année dernière. Des chansons sont chantées, des danses sont dansées, et la taverne pulse de vie. Chapitre 26. Le concours de courage. Lord Bartholomew annonce un concours. Qui parmi vous ose affronter les épreuves de la fouine enflammée? Des soupirs résonnent. L'épreuve, une tradition entourée de mystères, serait censée tester le courage de chacun à travers une série de défis absurdes. Les concurrents s'avancent. Sir Reginald, un chevalier avec plus de bravade que de cervelle. Agnès, une grand-mère, avec un penchant pour l'aventure. Vous, encore sous l'influence de la bière, trébuchez en avant, confondant le procès avec un concours de manger des tartes. Chapitre 27. Le procès se déroule. Les défis sont aussi bizarres que prévus. Attraper des furets. Les concurrents doivent récupérer un furet dans un tonneau d'anguilles. Saut de cerceau enflammé. Sauter à travers un anneau de feu, tout en récitant un limerick. Buvage de bière. Consommer une pinte de Flaming Ferret Ale sans éclater en chanson. Chaque défi apporte des rires, des blessures mineures et parfois un sourcil brûlé. Chapitre 28. Le Victor inattendu. Contre toute attente, Agnès sort victorieuse, ayant apprivoisé la fouine d'un regard sévère.
récité une limerick qui a fait pleurer le public et bu la bière d'un trait sans même un hoquet. La foule éclate en applaudissements et Lord Bartholomew la couronne, reine des furets du festival. Chapitre 29. Les conséquences. Alors que la nuit s'achève, la taverne porte les marques de la célébration. Des murs striés de suie. Un furet endormi dans le bol de punch. Toi, recroquevillé sous une table, rêvant de tartes dansantes. Olga, toujours pragmatique, commence à nettoyer, planifiant déjà le festival de l'année prochaine. Chapitre 30. Réflexion et résolution. La lumière du matin filtre à travers les fenêtres de la taverne. Les clients grognent en se réveillant, soignant leur gueule de bois et racontant les histoires de la nuit précédente. Tu es assis avec une tasse d'eau, réfléchissant à l'absurdité de tout cela. Malgré le chaos, il y a une chaleur dans ta poitrine, un sentiment d'appartenance. Le Jarret de loi peut être un endroit de folie, mais c'est votre folie. Chapitre 30. Ézein. Le matin, après. Le soleil se glisse à travers les fenêtres crasseuses du Pickled Goose, illuminant les conséquences des festivités de la nuit précédente. Les clients sortent de leur sommeil, grommelant et se protégeant les yeux de la lumière du jour, intrusive. Tu es assis à ta place habituelle, sirotant une tasse d'eau et réfléchissant à l'absurdité de tout cela. Malgré le chaos, il y a une chaleur dans ta poitrine, un sentiment d'appartenance. Le Jarret de loi peut être un lieu de folie, mais c'est ta folie. Chapitre 32. Une carte mystérieuse. Alors que vous contemplez les événements de la nuit, Olga s'approche avec un parchemin à la main. « J'ai trouvé ça sous la table », grogne-t-elle en le lançant sur la table avant de retourner à ses tâches. Vous déroulez le parchemin pour révéler une carte dessinée de manière rudimentaire avec un X marquant un endroit étiqueté « Trésor ». Intrigué, vous décidez d'enquêter. Chapitre 33. La quête commence. Rassemblant l'une horde hétéroclite de réguliers de la taverne, Bertram le forgeron, Mildred la boulangère et Gilbert le barde, vous vous lancez dans une quête pour découvrir le trésor mystérieux. Votre voyage vous mène à travers un terrain traître, y compris le redoutable marais de léger inconfort et la forêt de léger péril. Chapitre 34. Épreuves et tribulations. En chemin, votre groupe fait face à divers défis. L'énigme de l'arbre parlant. Un chêne sentient exige que vous répondiez à une énigme pour passer. Après plusieurs réponses incorrectes et une brève dispute, Bertram menace de l'abattre, ce qui pousse l'arbre à vous laisser passer par peur. Le pont de stabilité douteuse. Un pont branlant met à l'épreuve l'équilibre et la confiance de votre groupe. Les talents de pâtissière de Mildred sont utiles alors qu'elle utilise de la pâte pour renforcer les points faibles. Chapitre 35. Le trésor révélé. Après des jours de voyage et de nombreuses mésaventures comiques, vous arrivez à la X sur la carte. Creuser révèle un coffre contenant une seule pièce d'or et une note disant « Le véritable trésor, c'est l'amitié ». Votre groupe éclate de rire, réalisant que le voyage lui-même était la véritable récompense. Chapitre 36. Retour à l'oie marinée. À votre retour à The Pickled Goose, vous êtes accueillis par des acclamations et des chopes de bière. Olga hoche la tête avec approbation, et Gilberte commence à composer une ballade sur votre aventure. La taverne bourdonne d'énergie, et vous ne pouvez vous empêcher de ressentir un profond sentiment de camaraderie. Chapitre 37. Une nouvelle arrivée. Un voyageur mystérieux entre dans la taverne, vêtu d'une cape et d'une capuche. Il s'approche de votre table et se présente comme Elara, une mage errante à la recherche de compagnons pour une mission périlleuse. Intrigué,
Vous acceptez de l'écouter. Chapitre 30. 8. La mission du mage Elara explique qu'un village voisin est tenté par un esprit malicieux causant le chaos. Elle cherche des âmes courageuses pour l'aider à le chasser. Votre groupe, toujours avide d'aventure, accepte d'aider. Chapitre 39. Le village hanté. En arrivant au village, vous le trouvez en désordre, le bétail flottant, les meubles dansant, et les villageois parlant en rime. Elara identifie l'esprit comme un poltergeist nommé Whimsy, connu pour son amour des farces. Chapitre 40. Confrontation avec Whimsy. En utilisant une combinaison de magie, d'esprit et de pâtisserie, votre groupe attire Whimsy dans un piège. Après un débat animé et une bataille de tartes, le poltergeist accepte de quitter le village en paix. Chapitre 40 et 1. Célébration et adieu. Les villageois organisent un grand festin en votre honneur. Des chansons sont chantées, des danses sont dansées, et vous vous réjouissez de la joie d'une mission accomplie. Elara vous fait ses adieux, promettant de revenir si jamais vous avez besoin de son aide. Chapitre 42. De retour à la Oie. De retour à la Oie marinée. Vous trouvez la taverne aussi animée que jamais. Olga vous tente une lettre, une invitation à un banquet royal, reconnaissant vos actes héroïques. Tu réfléchis aux possibilités, tankard à la main, prêt pour la prochaine aventure qui se présentera.